Aujourd'hui à l'épisode, partie 2 de notre discussion avec Marjolaine Roy et Denis Larouche. On s'en va en van dans l'Ouest américain. Bienvenue au podcast Sortie plein air. Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Sortie plein air. Stéphane Duchesne au micro, comme toujours. Aujourd'hui, on reprend la discussion là où on l'avait laissé dans l'épisode précédent avec mes invités Denis Larouche et Marjolaine Roy. Donc, dans l'épisode précédent, ils nous avaient expliqué comment ils en étaient venus à décider de partir sur la route en van, ce qui était une nouvelle façon de voyager pour eux. Puis, on a vu avec eux autres toute la logistique. Ils nous ont expliqué leurs décisions, aussi les bons coups, les mauvais coups. Donc, si vous avez raté cet épisode-là et puis que vous envisagez peut-être un jour de partir en van, je vous invite fortement à aller écouter cet épisode-là. Vous allez apprendre plein d'informations pratiques. Aujourd'hui, donc, on continue la discussion en allant en voyage avec eux dans les grands parcs américains. Donc, une fois la vanne prête, c'est là qu'ils avaient décidé de se diriger. Fait qu'ils vont un peu de la même façon que dans le dernier épisode nous donner leurs trucs, leurs observations. On va en apprendre sur les bons et peut-être même certains mauvais côtés de voyager en van. Donc, encore là, si c'est un mode de vie qui pourrait vous intéresser, je suis certain que vous allez trouver des informations super intéressantes. Donc, sans plus tarder, on reprend la discussion là où on l'avait laissé dans l'épisode précédent. Fait que là, on a une belle van version 1. Il faut faire quelque chose avec. Presque la version 3. Là, mais parce à l'époque, vous aviez van version 1, puis là, on part sur la route avec. Vous avez décidé de partir vers l'Ouest américain. Votre premier voyage, on parle de 2018 à ce moment-là. Vous partez pour faire principalement de la randonnée à cette époque-là. C'est ça? Oui, on a choisi l'Ouest américain. Il faut dire que parce qu'on connaissait déjà assez bien l'Ouest canadien. On a habité dans l'Ouest canadien. Alors, il y a encore beaucoup de choses à voir dans l'Ouest canadien, puis c'est pas dit qu'on ne retournera pas non plus. Mais le désir d'aller dans l'Ouest américain, c'est parce que c'était des territoires qui étaient comme moins connus pour nous. Là. Vous avez fait les grands parcs, vous avez fait les classiques ou des coins un peu plus inconnus? Non, c'est les classiques. Là. Notre objectif, c'était les parcs, là, les parcs nationaux américains. Nous, c'était en 2018, on est parti le 1er septembre, fait que septembre-octobre, 2 mois. Fait que là, en fonction de la météo, ça nous a un petit peu orienté là, pour décider de notre trajet. On a commencé par le parc américain qui est le plus au nord, là, Glacier National Park au Montana. Et c'est le plus au nord. C'est un des parcs qui est en altitude aussi. Là, fait à l'automne, l'hiver arrive vite. Là, fait qu'on est allé là directement. Puis on a fait le tour, on a descendu là, on a visité Yellowstone, Grand Teton, les parcs de l'Utah, là, Antelope Island, Zion, Red Rock, Bryce, etc. Est-ce que c'était planifié ou vous avez improvisé au fur et à mesure? Est-ce que vous êtes... Un peu, c'est entre les deux. Là, on avait une idée, un plan général, là, un grand coup de crayon là, sur la carte là, qui fait un pseudo-trajet. Là. Puis, une fois arrivé là-bas, on raffine notre planification à mesure qu'on avance, là, avec les informations qu'on ramasse sur place en jasant avec du monde, puis en continuant à s'informer sur Internet, puis à faire des recherches. Mm-hmm. Restiez-vous longtemps au même endroit? La ligne de montagne, dans le fond, en voulant faire de la randonnée, c'est intéressant pour nous, c'est de la randonnée en montagne. Mm-hmm. Alors, on suivait la chaîne de montagne en s'en allant de plus en plus vers le sud à mesure que l'hiver nous rattrapait, là, que le froid nous rattrapait. On n'avait pas d'isolation. On se faisait pousser. Là, on serait resté beaucoup plus longtemps au Montana, par exemple, mais à un moment donné, il y a de la grêle, il y a de il y a de la neige, ouais. Il fait froid la nuit, fait que là, on est un petit peu plus au sud, puis encore là, après avoir exploré longtemps, il commence à faire un peu trop froid, on regarde où c'est plus chaud, puis on s'en allait comme ça. Vous restiez plusieurs jours au même endroit ou... En général, on essaie de pas trop se déplacer, là. On essaie d'exploiter là, au maximum ce qu'on recherche là, comme par exemple à Glacier National Park, c'est un parc qui est quand même assez grand.
Il y a plusieurs randonnées qu'on peut faire là. On a passé une dizaine de jours là-bas, si je me rappelle bien. Là. Oui, on serait resté plus longtemps. Oui, mais on serait resté encore plus longtemps parce qu'on n'avait même pas épuisé tous les sentiers qui pouvaient être faits. Mais la météo, c'est ça, comme je disais, là, l'hiver arrivait avec la neige puis le mauvais temps. Mais non, c'est ça, on essaie de ne pas trop se déplacer là, pour exploiter le plus possible. Là, pour ce genre de randonnée-là, vous diriez, ce serait quoi le niveau technique? C'est accessible pas mal à n'importe qui ou ça demande un bon... autant au niveau technique, là, je dirais... il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein. On ne connaissait pas les sentiers, c'était pas prévu à l'avance où est-ce qu'on allait aller. Fait que quand on arrive, on le centre d'information touristique, là, le Visitor Center du parc. On regarde les cartes, on s'informe là. Puis, il y en a vraiment pour tous les niveaux. Là. Nous, ce qui nous intéressait, c'était surtout ceux qui étaient plus difficiles. Là, les kilomètres, une quinzaine de kilomètres et plus. Quand tu pars pour toute la journée, on aimait ça pour faire de bonnes journées. Mais quelqu'un qui est moins en forme ou qui veut y aller plus graduellement, il y avait vraiment des sentiers pour tous les goûts. Là. Il y a même la plupart des parcs ont des sentiers accessibles en fauteuil roulant. Fait on peut vraiment y aller selon notre désir. Puis nous, on aimait ça, aller dans des sentiers plus difficiles parce que techniquement, on est capable, mais aussi parce que quand on s'éloigne, plus qu'on s'éloigne, moins que de monde. Fait que il y a plus parce qu'on aime faire de la randonnée, on aime faire du vélo de montagne, on aime faire de la photographie aussi. Alors, de prendre des photos dans des paysages là, grandioses où il n'y a pas de figurant dans la photo, c'est agréable aussi. Là, fait on aime ça là, de s'éloigner. Puis aussitôt qu'on s'éloigne un petit peu, là, c'est pas trop long qu'il n'y a plus personne. Ouais, c'est quand même étonnant parce que dans ces parcs-là, il y a vraiment beaucoup de monde. C'est des parcs qui sont visités par des millions de personnes là, par année. Là. Mais les gens, en général, ils restent sur l'asphalte. Aussitôt que tu pars, ça prend 20 minutes, une demi-heure, quelques centaines de mètres d'altitude là, de prix, puis il n'y a presque plus personne. Ouais. Puis au niveau de la météo, dont vous parliez tout à l'heure, la question de la météo, qu'il y a eu du froid, est-ce que c'était planifié d'y aller spécifiquement en septembre ou c'était la disponibilité de vos vacances qui était en septembre? On voulait partir en septembre parce que l'été, il y a trop de plaisir à y avoir avec les copains. Nos copains sont plus disponibles avec les vacances. Fait qu'on voulait bien profiter de faire des activités de plein air ici au Québec. Puis là, rendu à l'automne, il y a toujours une petite période de temps mort là, qu'on peut moins faire de sorties quand les feuilles sont tombées et tout ça. Là, fait que, en vélo de montagne plus spécifiquement. Fait qu'on a bien profité de l'été. Puis après ça, on a comme étiré notre été en partant. Ouais, c'était ça le plan de match, la stratégie. C'était pas parce que c'était votre disponibilité. Vous aviez pas dit on n'ira pas l'été, il fait trop chaud. C'est pas l'analyse que vous aviez faite au départ. Non, c'est pas ça qui nous a motivés pour décider de notre date de départ. Mais par contre, c'est vrai qu'en été, là, dans certains secteurs où on est allé, ça peut être extrêmement chaud. Là. Il y a même des parcs là, qui ne sont pas conseillés d'être visités en plein été. Là. Alors, du moins, en tout cas, pour faire de la randonnée comme nous, on fait. Là. Il y a vraiment là, Parc national de Zion, Bryce, ces parcs-là là, au sud de l'Utah, c'est à déconseiller carrément l'été. Là. OK. Au niveau... Il y a une question de climat, mais il y a une question de fréquentation aussi. Quand on voyage en dehors de la saison, quand les écoles sont reprises, en pleine semaine, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde non plus. En ayant, nous, l'option de camper sans réservation, sans planification, ben c'est préférable d'être en dehors des saisons où tout est... J'imagine qu'en pleine saison, sur les terres publiques, c'est des lots quand même numérotés la plupart du temps. Là. On ne peut pas dire on stationne n'importe où. Là. Il y a quand même une certaine réglementation. Fait que c'est jamais arrivé qu'on est arrivé à un endroit que c'était plein puis qu'on devait retourner. Là. Mm-hmm. Mais en pleine saison touristique, là, ça peut être très différent. Puis au niveau approvisionnement pour votre nourriture, parce que vous partiez des randonnées d'une journée, est-ce que vous étiez capable d'accumuler avec le frigidaire que vous aviez? Est-ce que vous faisiez une épicerie? Ou comment ça fonctionnait, votre plan de match sur la prep meal?
Ben, en général, c'est un peu comme à la maison, là. On réussissait à faire l'épicerie, disons, une fois par semaine, OK. avec un approvisionnement en eau un petit peu plus fréquent, là, qui se faisait sur place, par exemple, en allant au centre de service dans le parc national là, le matin. Là, on peut remplir nos réservoirs d'eau. Mais non, c'est ça. On avait quand même une bonne autonomie là, à l'intérieur de la vanne, surtout avec les versions, notre itération 2. L'année dernière, on a depuis un bon frigo là, qui contient beaucoup, que c'est encore plus facile. Mais même avec glacière, Même avec de la glacière, ça fonctionnait pour une semaine. de la glace, on peut en trouver dans toutes les stations-service, même si on est un peu à l'écart des villes, il y a pratiquement toujours une station-service ou un dépanneur où il y a de la glace. Puis pour ce qui est des repas, là, on mange très bien avec ce qu'on trouve à l'épicerie. Là. On a du temps aussi, tu sais, on est en vacances quand on est parti. Là, on a du temps pour planifier, mais on ne veut pas passer tout notre temps. C'est quand même une tâche faire l'épicerie, peu importe où on est. Là, Et c'est quoi votre coup de cœur sur cette destination-là? Parce que vous avez parlé des noms de parcs, mais qu'est-ce que vous avez aimé le plus? C'est quoi l'endroit préféré? Ben, le parc national de Glacier, là, on a dû le quitter trop tôt. On a passé quand même, comme disait Denis, 10-12 jours là, mais on serait resté encore. C'était tellement beau. Il y a tout un secteur qui avait eu des feux de forêt qui étaient fermés quand on est arrivé, qui venaient d'ouvrir, qu'on aurait pu aller visiter. Puis là, on était en pneus d'été, puis il commençait à faire vraiment froid. Et ça, c'est des montagnes. Est-ce que la hauteur dans ce coin-là, on parle de sommet de combien à peu près? J'ai pas le chiffre exact, là, mais c'est en 3000 mètres, 3500 mètres. OK. Peut-être 4000, là, quelque chose comme ça. C'est les Rocheuses, là, c'est pas mal le maximum, 4000 mètres. Là. On n'a pas ça au Québec. Non, malheureusement. On a voulu en apporter, mais ça n'a pas fonctionné. Mais excuse-moi Stéphane, mais votre équipement pour des montagnes de ce genre-là, vous montiez assez haut. Est-ce que ça prend des équipements particuliers autres que ce qu'on met normalement au Québec pour faire de la marche en montagne? Non, ça prend. C'est pas de l'alpinisme là, qu'on fait, là. C'est vraiment de la randonnée en sentier. C'est sûr qu'il y a des sections qui sont peut-être plus escarpées ou plus techniques que d'autres, mais tout ce qu'on a fait, nous, ça nécessitait aucun équipement particulier, à part une bonne paire de bottes et des vêtements appropriés pour à peu près toutes les conditions météorologiques. Là. Même s'il fait beau le matin en montagne, c'est important, la température peut changer vraiment vite. Là. Fait qu'il s'agit d'apporter les vêtements appropriés, coupe-froid, imperméable. OK. Puis c'est dans quel état, ça, ce parc-là? Glacier, c'est dans Montana. Et le Montana, ça prend combien d'heures? Parce que je sais que c'est comme, vous avez fait votre trait de crayon sur la carte, là, mais partir du Québec à se rendre là, est-ce qu'il y a un bout que vous arrêtez pas parce que vous ne faites que rouler jour et nuit, comme les gens qui descendent en Floride, ou est-ce que vous explorez? Tu sais, j'étais curieuse de savoir comment vous vous rendiez à vos belles destinations. Ben nous, tu sais, justement, dans notre planification, notre but, c'est de se rendre à nos belles destinations. Les deux, c'est vraiment une question de technique. Il faut traverser la zone sans perdre de temps. Ça fait 5 jours environ pour faire la distance. Là. Ça veut dire rouler comme une dizaine d'heures par jour à 2 conducteurs, puis s'arrêter juste pour manger, puis repos. Se dégourdir les pieds. Là. Mais c'est vraiment une partie technique du voyage. Là, où on appelle ça se mettre un peu en mode expédition. Là. Ça veut dire qu'aussitôt qu'on se réveille un peu, il fait encore noir, c'est pas grave. Là, vous partez. On part. Puis on roule tant qu'on n'est pas fatigué. Puis on va arrêter. Tu sais, ça c'est le genre d'occasion où on va profiter des stationnements de centres commerciaux là, pour que là, peu importe, dans le fond, l'environnement extérieur, que ce soit une station-service ou qu'il y ait un peu de bruit,
on roule jusqu'à 21h, 21h30, là, fait qu'il fait noir. Est-ce que vous avez eu... C'est vraiment l'avantage de la van. Là, quand on est dans ce mode-là, on roule jusqu'au temps qu'il fasse noir, puis après ça, on va se coucher n'importe où. Avez-vous eu des security checks sur la route? Des security checks aux États-Unis? Est-ce que le fait que ce soit une van, vous ayez construit comme ça suscitait l'attention des policiers? Est-ce que vous avez été arrêté? Non. En fait, on est perçu comme un véhicule tout à fait standard. Là. Il n'y a rien à l'extérieur de la van qui permet à un œil néophyte là, que c'est un campeur. Là. OK. C'est vraiment, on peut être un véhicule commercial. Donc, le permis de conduire, c'est le même que pour les autos régulières. C'est un véhicule de promenade, là. C'est ça le terme, je pense, la Régie d'assurance automobile. Là. Comme une Honda Civic. Puis aussi, il y a certainement une tolérance. On est quand même 2 personnes qui passent la cinquantaine. Notre véhicule, on le conserve propre. Même si parfois on va dans des petits chemins un peu boueux, on essaie de qu'il soit pas trop sale là, pour avoir l'air quand même civilisé. Je pense que si on voyage avec un vieux véhicule avec beaucoup de rouille dessus, puis il risque d'y avoir un petit peu plus de contrôle. Mais encore là, je ne sais pas, on ne l'a jamais fait, là, mais... C'était comment le climat, le climat, je dirais, social ou politique aux États-Unis? Est-ce que vous étiez bien accueillis partout? Parce que je sais que des fois, il peut y avoir des petites tensions dans le climat actuel, là. Mais ça doit beaucoup être un public de voyageurs, j'imagine, que vous côtoyez. Exactement. Dans nos voyages, on se retrouve dans des lieux touristiques ou ludiques, disons, là, où les gens qui sont là, c'est des sportifs, c'est des cyclistes, des randonneurs, des amateurs de plein air. C'est pas le genre d'individu qui va avoir quoi que ce soit envers les Canadiens ou les étrangers. Puis au niveau... On n'a jamais rencontré de personnes qui nous ont témoigné de l'agressivité ou quoi que ce soit. Là. À l'inverse, là, les gens qui nous ont parlé de politique, nous, on n'a jamais abordé ce sujet-là. De nous-mêmes, là, mais les gens qui nous ont parlé de politique, c'était en général d'abord pour s'excuser de la situation. Et souvent pour nous dire qu'on était chanceux au Canada d'avoir les politiciens qu'on a. La plupart du temps aussi, c'est des sujets qu'on évite sachant pas les orientations des personnes. Là, on cherche pas non plus. Mais ça, on est bien conscient que les milieux qu'on a fréquentés, c'est pas représentatif des États-Unis. Mais justement, vous êtes, pour moi, vous êtes mes idéaux sportifs ou de randonneurs ou de voyageurs. Mais oui, mais vous avez pris le temps. Peut-être que je n'ai jamais pris ce temps-là, mais c'est des voyages qui m'intéressent beaucoup dans les parcs nationaux comme ça. Votre miroir, je veux dire, les gens que vous rencontrez, est-ce que ce sont des gens que vous trouvez qui vous ressemblent? Tu sais, c'est quoi la faune qui va aller dans ces parcs-là? Est-ce que c'est des gens jeunes retraités? Est-ce que c'est des jeunes dans la vingtaine? Puis dans le milieu, vous n'en avez pas? Est-ce que vous vous reconnaissez dans les voyageurs que vous avez rencontrés? C'est une bonne question. Hein? Oui, en fait, il y a toutes sortes de gens. Là. Il y a autant des touristes étrangers qui vont être là. Il va y avoir des jeunes familles, surtout si c'est la fin de semaine. Il va y avoir la plupart du temps des gens quand même plus jeunes que nous, parce que si on faisait toujours comme des 15 km et plus dans les sentiers, ou en vélo de montagne, des gens de plus de 50 ans, c'est un peu plus rare. Là. Fait qu'on est plus souvent entouré de gens plus jeunes. Ce qu'on a constaté, c'est que en vélo de montagne, la moyenne d'âge est un petit peu inférieure à notre âge. Nous, on a 55 ans là, environ. En général, les cyclistes de montagne, dans les sentiers qu'on fait, là, c'est plus dans la trentaine, là, disons, là, la moyenne. Puis en randonnée, par exemple, la moyenne d'âge peut être plus élevée que ça. En tout cas, du moins, il y a une répartition plus grande un peu là,
il peut y avoir des personnes de 70 ans qui vont quand même pas mal loin dans les sentiers, puis des plus jeunes aussi, des enfants, voire même, là, qui accompagnent leurs parents. Là, ça peut être étonnant, là, les distances qu'ils peuvent faire. Là. OK, c'est bon, on a encore quelques années. On a encore le temps de s'y rendre. Puis je pense que au niveau des coups de cœur, c'est ça, quels étaient vos coups de cœur lors de ce voyage? On a visité quand même pas mal de places, là, dans la région là, du nord-ouest américain, à l'exception de la côte du Pacifique. Là, on a fait pas mal le tour des parcs. On en a parlé, moi et Marjolaine, avant de commencer l'entrevue. On n'a pas de coup de cœur. En fait, le coup de cœur, c'est tout l'ensemble. Vraiment, chaque parc a ses particularités, son identité qui est totalement différente du précédent. Puis c'est ça. Donc, en gros, dans le fond, ils valent tous la peine d'être visités à un moment donné. Oui, ils valent vraiment tous la peine d'être vus. Puis, dans la mesure où il y a comme une ouverture à la découverte, puis aller un peu plus loin que le réseau touristique offert habituellement, avoir des images différentes de ce qu'on a souvent vu des parcs nationaux. Comme moi, par exemple, quand j'étais adolescente, j'avais été à Yellowstone avec mes parents, puis j'en gardais un très bon souvenir, là, mais je me rappelais qu'on avait débarqué et embarqué dans la voiture souvent, puis que finalement, à la fin, c'était un petit peu long de voir tous ces jazzers-là qui se ressemblaient plus ou moins tous les uns les autres. J'étais adolescente, il faut dire. Fait que ça me tentait un peu moins quand Denis dit on va passer par Yellowstone. Tu sais, j'avais comme l'impression que je l'avais déjà vu, ce parc-là. Mais je suis arrivée là. Yellowstone, là, ça a 9000 km². Fait que j'étais loin d'avoir pas tout vu, de Yellowstone. Puis aussitôt qu'on s'éloigne un peu, là, chaque journée, c'est dans la mesure où on aime les beaux paysages, puis prendre des photos, puis regarder les fleurs pousses, là, puis tout est beau. Puis la plupart du temps, ce qu'on aimait le mieux, c'était quand on n'avait pas prévu aimer autant la journée. T'sais. Des fois, on arrivait en étant comme un petit peu moins informé, on ne savait pas tout d'avance sur le sentier avant d'y aller. On savait le niveau de difficulté général, la longueur. Ça, c'est important pour savoir combien qu'on apporte d'eau puis combien de sandwichs au bas de pinot on a besoin de notre journée. Mais, tu sais, comme peut-être tu pourrais raconter. Oui, bien, c'est un exercice qu'on essaye de faire, ça, de ne pas trop s'informer. On fait un sentier un matin, là, on essaie de ne pas trop s'informer puis de ne pas regarder de photos sur Internet. Puis, juste pour raconter un peu là, un exemple, là, dans le parc de Glacier, au Montana, on part un matin faire un sentier qui s'appelle Ptarmigan Trail. Puis on monte, là, on part dans la forêt, on prend le sentier, on monte, on dépasse la limite des arbres, c'est super beau. Puis là, après quelques heures, on se rend compte que le sentier s'en va carrément dans la falaise, là, au fond de la vallée. Puis là, on se demande par où qu'on va passer, c'est comme pas possible. Puis on continue à monter. Puis en arrivant dans la falaise, tout en haut de la montagne, presque, on se rend compte qu'il y a un tunnel. Puis là, on rentre dans le tunnel, puis le tunnel qui a été construit il y a 200 ans par les cow-boys qui voulaient rejoindre leur famille de l'autre côté. On arrive, on débouche de l'autre côté au gros soleil dans un décor hallucinant, totalement différent de ce qu'il y a de l'autre côté. Puis on découvre tout un nouveau paysage totalement différent, avec une température totalement différente. C'est un petit peu ce genre de surprise-là qui est vraiment le fun de découvrir en plein vol comme ça sans s'y attendre. Parfois, on sait que, comme en vélo de montagne, on savait que, à Cocopelli, toute la région, dans le coin de Fruta, que c'est un endroit mythique de vélo de montagne. Mais on sait que ça va être beau, là, on a des attentes, là, mais une fois arrivé là, c'est le plaisir, parce qu'on a comme l'impression, on est resté longtemps au Colorado dans ce deuxième voyage-là. On est resté plus d'un mois et demi là, dans le même secteur. Fait que la Colorado River, on aimait toujours la retrouver. Là. Puis là, ces sentiers-là de montagne, ça se promène sur le bord des cliffs tout le long, puis il y a de la rivière tout en bas. Là, fait que c'est de toute beauté. Là, c'est vraiment
c'est vraiment agréable là, on peut retourner le lendemain. Il y a d'autres sentiers. Les réseaux de sentiers de montagne, il y a tellement de pistes. Là. On a des guides aussi qui nous permettent de savoir lesquels, parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'il faut presque regarder dans le fond comment pas perdre notre temps à faire des choses moins intéressantes. Là. Fait qu'on faut quand même cibler un peu, mais on va retourner et on a encore plein de choses à faire. Mais comment vous faites? Excuse, vas-y, Denis. Ce qui est intéressant aussi avec le vélo de montagne, c'est que en fait, le vélo de montagne n'est pas permis dans les parcs nationaux. Donc, tout le vélo de montagne, c'est ailleurs, dans d'autres secteurs là, qui ne sont pas parcs. Puis ça permet, justement, le vélo de montagne permet de découvrir d'autres secteurs que les parcs nationaux qui sont super beaux aussi. Devant tout ce choix, ce foisonnement de destinations, de parcs, de zones, d'activités, comment vous faites pour choisir, pour tracer justement votre trait de crayon? Parce que vous n'y allez quand même pas non plus au hasard, il y a une certaine préparation. Mais comment vous préparez ces voyages-là? Bien, on ne prépare pas tant à l'avance. C'est surtout au quotidien, on rencontre des gens, tu sais, en vélo de montagne, on jase avec du monde. C'est des gens qui sont locaux, qui sont super contents de nous dire « Hey, il y a tel sentier où tu sais, il faut absolument que tu ailles voir à telle place. » Fait que là, on prend ça en note, puis on regarde, il y a des magasins REI, qui est l'équivalent de MEC. Ils ont développé, eux autres, toutes des applications là, pour favoriser la randonnée pédestre. Ils ont des applications qui font des cotes sur les difficultés des sentiers. Puis, ça permet également, ces applications-là, d'avoir un peu comme parce que souvent, les sentiers de vélo de montagne, c'est presque des toiles d'araignée. Là. C'est un sentier qui en rejoint un autre, puis moyen de s'y perdre, là. Tandis que sur l'application, ils suggèrent des circuits, des boucles en nous disant comment que ça va être difficile de façon générale. Là. Fait que ça permet de choisir des sentiers de la longueur puis le niveau de difficulté. C'est uniquement pour le vélo de montagne que ce genre de boutique-là offre ce service-là? Ben, en fait, c'est des applications qu'il y a il y a une application pour les réseaux de sentiers pédestres, puis il y en a une autre pour le vélo de montagne. Ils ont aussi une application parcs nationaux. Ouais, c'est des répertoires. Là, comme All Trails qu'on peut avoir, je pense ici. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Ouais. OK. Puis on s'est acheté aussi un livre là, des sentiers de vélo de montagne les plus intéressants à faire au Colorado, parce que c'est là qu'on était. Pour la randonnée pédestre, là, dans les parcs nationaux, tu peux tout simplement te rendre dans n'importe quel parc puis aller à l'accueil puis avoir des rangers qui vont te suggérer des trails. C'est relativement facile. Puis c'est dans les parcs nationaux que tu vas trouver les plus belles trails, évidemment. Pour le vélo de montagne, il faut vraiment que tu consultes des répertoires et des listes pour pouvoir trouver où se trouvent les sentiers les plus intéressants qui correspondent à tes besoins, parce qu'il y a aussi un gros éventail de trails. Il y a plein de trails qu'on n'est pas capable de faire, puis il y en a d'autres qui sont trop faciles ou peu intéressantes pour nous. Fait que, il faut vraiment consulter, faire des recherches pour trouver ce qui... Moi, j'adore cette planification-là parce que c'est ce que j'aime moins, planifier trop dans le détail. Puis je trouve que justement d'aller vers le parc, hein, tu vas le découvrir sans trop avoir d'idées préconçues, ça permet d'être plus flexible puis d'avoir moins de déception. Puis mais ça ouvre la place à la surprise plutôt qu'aux attentes. Oui, puis pas créer de l'anxiété. Ah, je voulais voir ça, j'ai pas eu le temps de le faire, puis d'avoir une checklist. Faut pas que tu arrives là sur le mindset du bureau. Il faut en voir absolument. Je veux faire absolument celle-là. Je trouve que c'est bien parce que à petite échelle, il me semble, quand les peu de fois qu'on va marcher, c'est un peu l'approche que j'ai. Je regarde un peu pour qu'on ait une idée, mais il faut quand même avoir une grande souplesse une fois que tu es là-bas, là. Oui, puis d'autant plus que si tu planifies tout en détail ta liste de sentiers que tu veux faire dans les 5 jours, disons,
ben, tu risques d'avoir des surprises dans le sens qu'après la journée 2, tu vas avoir trop de fatigue pour faire le sentier suivant. Mais faisiez-vous des sentiers de nuit? Est-ce que je veux dire, est-ce que vous dormiez en sentier ou vous reveniez toujours à la vanne? Non, on aurait aimé faire des sentiers de plus d'une journée parce que c'est quelque chose qu'on aime faire. Puis ça, c'est peut-être un effet secondaire de la vanne là, qui est trop confortable, puis qui nous a un peu découragés là, de partir avec notre sac à dos puis notre sac de couchage. Il faut dire qu'il faisait froid. Fait que là, aussi. La première année, déjà dans la vanne, on avait froid. Fait que là, moi, ça me tentait quand même un petit peu moins d'avoir encore plus froid dans la tente. Puis la deuxième année, ben là, on avait le chauffage dans le camion. Fait que là, c'était vraiment confortable. Peut-être aussi, c'est le fait que nous, on était comme en automne, il fait froid. Puis là, c'est peut-être ça aussi qui nous décourageait un peu. Là. Mais c'est sûr que le confort de la vanne, c'est tentant. Là, mais également, la vanne, là, c'est comme un coup de cœur pour nous autres. On y a mis beaucoup de temps, de l'investissement. On a comme un plaisir quand on arrive à la fin de la journée, puis on l'aperçoit au loin, là, au bout du sentier, de revenir au camion. C'est comme revenir chez nous. Puis moi, même si, en fait, pour l'insécurité de crainte de se faire voler, on l'a fait deviner, puis aussi équipé de GPS. Ouais, c'est ça. Il y a comme des capteurs là, que si jamais elle est volée, ils vont la retrouver facilement. Là. On a comme un numéro d'urgence à téléphoner. Fait qu'on n'a pas tant de crainte que ça, de façon rationnelle, de se faire voler le camion puis de pas le retrouver. Mais de le laisser stationner à quelque part comme tout seul à l'étranger pendant 5 jours, pendant qu'on est parti faire une activité, c'est comme si on n'est pas encore prêt à ça. C'est comme si on serait des jeunes parents là, qu'on peut faire regarder un petit peu, là, mais il faut avoir bien confiance. Puis, Mais, tu sais, moi, je donnerais le conseil à des gens qui veulent faire ce qu'on appelle longue randonnée, là, de randonnée de plus d'une journée, là, puis c'est ça leur objectif, c'est ça qu'ils veulent faire. Peut-être que la vanne avec tout l'équipement dedans, puis qui a 20 000 $ d'équipement dedans, plus la valeur de la vanne, c'est peut-être pas la meilleure solution. C'est un aspect. J'aurais pas pensé à ça, moi. Oui, un petit effet pervers un peu, là, imprévu. Exactement. Un genre d'attachement là, à y revenir, puis avoir la satisfaction de voir qu'elle n'a pas bougé. Là, mais moi, ça m'amènerait... Oui, excuse-moi, Denis, ça m'amènerait une transition parce que vous parlez d'attachement et de vouloir revenir. Moi, j'ai un chien, mais en fait, nous avons un chien, toute la famille ici, et j'aimerais qu'elle nous suive dans des trajets comme ça, en van. Je pense qu'elle aimerait ça. Elle aime beaucoup marcher en montagne. Qu'est-ce que vous avez à dire aux propriétaires de chiens? Je pense que vous n'en avez pas. Vous n'avez pas de chien? Non, nous, on n'a pas de chien. On a vraiment zéro expérience là-dedans. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que je ne sais vraiment pas dans les parcs nationaux et les parcs d'État américains si les animaux sont permis, les animaux domestiques. En avez-vous vu? Ça serait d'abord à vérifier. Je ne me rappelle pas en avoir vu, mais ce que je peux dire, par exemple, c'est que dans les parcs nationaux canadiens, c'est pas permis. Du moins, ça ne l'était pas là, il y a quelques années. Mais cela dit, si c'est permis ou si la personne là où elle le désire, le fait d'avoir un chien dans la vanne, ça, on en a vu beaucoup. Ça semble vraiment pas un problème. Là. Je dirais que la majorité des gens qui ont des vannes, ils ont un animal domestique, chat ou chien, on a des chats. Là. Ah ouais, les deux. Mais pour répondre aux parcs nationaux, les gens qui étaient dans les parcs nationaux, je crois qu'ils devaient laisser leur animal dans le véhicule. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités de rencontrer de la faune pendant la randonnée. Là, fait que c'est quand même des endroits de préservation de la faune. Ils ne veulent pas que le chien parte à la course après le chevreuil qui passe. Là. Fait qu'on n'en voyait vraiment pas beaucoup. C'était plus à l'extérieur des parcs nationaux qu'on voyait des gens des animaux. Je ne serais pas surpris que ça ne soit pas permis. Je vais vérifier ça. Mais ça fait une préoccupation supplémentaire avec un animal. C'est sûr que là, ça prend l'espace, la nourriture, l'eau, en fonction des besoins aussi. Mais ça, du point de vue moi, il y a son sac à dos.
Elle a son sac à dos, puis elle a même déjà venu en camping avec nous à Toronto, puis elle a fait aussi des îles de Toronto. On a pris le métro avec le chien. Je peux pas dire qu'elle a trouvé ça plaisant, là, mais elle a suivi, puis elle nous suit partout, puis j'aimerais bien pouvoir qu'elle suive dans la vanne, là. Mais on en a vu beaucoup des gens. À un moment donné, on se demandait comment c'était possible, là, parce qu'on a vu une dame qui sortait les chiens un après l'autre dans le but des faire leurs besoins puis les promener un petit peu. Là, puis je pense qu'il y en avait 6 ou 7 là, dans son véhicule. Elle avait un gros véhicule, là, mais il y avait vraiment beaucoup de chiens dans son véhicule. Donc, c'est possible de le faire. Là. Dans le contexte actuel, parce qu'il faut dire qu'on enregistre le podcast au début mai 2020, dépendamment quand les gens vont l'écouter, je ne sais pas si ça va être bientôt ou si ce sera toujours pertinent, mais on est en pleine pandémie, donc en confinement. Puis c'est certain que ça va affecter peut-être même pour les quelques prochaines années la façon de voyager. Puis je me demandais si vous aviez déjà des voyages qui étaient prévus pour soit cette année ou les années qui s'en viennent, puis comment peut-être ça a affecté votre planification, comment vous entrevoyez les prochaines années au niveau des voyages en raison des règles de confinement, puis peut-être des craintes qui vont s'être créées face aux rencontres avec les gens de l'extérieur. Fait que j'étais curieux de voir comment vous envisagiez tout ça. Ben moi, je suis contente qu'on aille notre camion qui va faire en sorte qu'on va être moins porté à prendre l'avion. Parce que je pense que dans les prochaines années, j'aurais des craintes là, à aller dans d'autres pays par les voies aériennes. La possibilité avec le camion, dans le fond, on a un environnement qui est quand même hygiénique et sécurisé pour les contact. Il n'y a pas d'espace, dans le fond, pour beaucoup de monde dedans, fait qu'on soit peu. Mais c'est plus au niveau du quotidien, parce qu'on a dit qu'on n'avait pas de douche, là, sauf notre petite installation rudimentaire qu'on peut faire, mais on a plus ou moins de toilettes également. Alors, on a dans le fond on a des bouteilles, puis on a une petite toilette qui fonctionne avec la litière à chat, là, qui fait un peu un dépannage dans le fond. Alors, c'est ça, pour les toilettes, on avait l'habitude d'aller beaucoup dans les endroits publics, là. Alors, comme si on est au parc national, bien sûr, il y a des stations au départ des sentiers. Des fois, c'est des toilettes sèches, des fois un petit peu plus, avec un peu plus de service, là. Mais on avait déjà l'habitude là, de prendre bien soin, de ne pas toucher, de faire attention à l'hygiène. On va avoir encore plus tendance là, à imaginer on savait qu'il y avait des bactéries un peu partout, là, on va imaginer des virus plutôt que des bactéries. Mais la possibilité d'être dans le camion, ben là, c'est vraiment un endroit, on a l'eau courante, on peut se laver les mains 20 secondes sans problème. Là, ça prend pas tant d'eau que ça. Puis c'est assez facile de trouver de l'eau aussi. Fait que je pense qu'on va être capable là, d'adapter notre quotidien, nos procédures pour garder une distanciation dans des sentiers de randonnée ou de vélo de montagne, c'est assez facile. Là. J'imagine que tous ces endroits-là vont s'adapter aussi là, à ce que ça ne soit pas trop de monde en même temps qui rentre pour acheter le billet d'accès de la zone où on est. Nos prochains projets avec le camion, c'était dans des endroits quand même assez isolés. Là. On pensait d'en aller comme au nord de l'Alberta là, pour aller visiter le Yukon, Alaska, territoire du Nord-Ouest. Ça, je pense pas qu'on rencontre beaucoup de monde dans ces régions-là. Puis si les personnes sont déjà habituées de garder distance. Quand on rencontre des étrangers puis qu'on fraternise avec les gens, puis on leur demande des conseils où aller, tout ça, c'est pas des personnes à qui on serrait la main ou qu'on faisait une accolade de toute manière. Là. Mais on avait aussi dans nos listes, c'est vrai que c'est un des prochains voyages qu'on voulait faire, c'est d'aller avec la vanne dans l'ouest
canadien, le nord-ouest canadien. Mais aussi, on avait sur notre liste de projets de faire d'autres voyages de cyclotourisme ou de randonnée outre-mer. Ça, définitivement, comme tu l'as dit, on va probablement privilégier rester sur le continent là, à cause de la situation. Ouais, vous allez exploiter la vanne et explorer le carré de sable local plus qu'aller très loin. Là, ouais. Mais on n'avait pas de projet de voyage à court et moyen terme, par contre. On avait déjà planifié rester ici là, pour la prochaine année. OK. Ben, écoute, en conclusion, j'aimerais ça peut-être après deux bons voyages, vous avez mis à l'épreuve vos designs, votre van, nouvelle façon de voyager. Peut-être refaire un petit retour là-dessus. Puis j'étais curieux de voir en bout de ligne, est-ce que ça a été aussi économique que vous le pensiez au niveau du budget? Est-ce que c'était aussi agréable? Est-ce que vous le referiez? Je pense que oui. Là. Je sens quand même que l'expérience a été positive. Mais j'aimerais savoir un peu les conclusions que vous tirez de vos expériences des dernières années. Bien, au niveau budget, on peut peut-être faire un peu l'avocat du diable. Moi, je vais dire que c'est économique. C'est ça, on ne va pas au restaurant. C'est facile de cuisiner dans le camion, d'avoir quand même une bonne diversité de repas qui fait qu'on est là. Alors, on n'a pas de frais, peu de frais de camping. La plupart du temps, là, dans le parc national, c'est vraiment pas onéreux. Ça peut coûter peut-être 15 $ américains pour 2 personnes. Dans toutes les terres publiques, ça, c'est gratuit. Fait que, peut-être pour dormir, ça nous revient à 5 $ en moyenne par jour. Étant donné qu'on se déplace peu, ça prend pas beaucoup d'essence. Mais on n'est pas des gens qui sont très consommateurs, là. Fait qu'on n'ira pas là, acheter des souvenirs en se promenant dans les endroits touristiques. On n'achète pas notre équipement de plein air, on l'a déjà. Il y a certaines affaires des fois qu'il faut remplacer, mais on n'est pas tellement consommateurs, là. Fait que c'est un mode économique dans ce sens-là. Oui, c'est ça. C'est relativement facile avec la vanne d'économiser sur le terrain, mais je me demande à quel point qu'on peut amortir un investissement de 50 à 100 000 $ dans le fond, là, pour que ça devienne économique de voyager. Oui, c'est ça. Là, notre nuit nous coûte 5 $, là, mais dans le fond, chaque nuit coûte peut-être 600 $. Ouais, exact. Je pense que c'est quelqu'un qui voudrait juste uniquement économiser, faire ça le moins cher possible, serait mieux de voyager en louant une voiture ou en partant avec sa propre voiture et en faisant du camping à 50 $ par nuit, ça serait probablement. Puis en allant au restaurant, ça serait probablement moins cher. Il faudrait faire le calcul, là, mais je ne serais pas surpris parce que, disons, 75 000 $ d'investissement, là, c'est beaucoup d'argent. Là. Parce que la vanne, c'est pas votre véhicule quotidien. Vous utilisez ça juste pour les voyages. Oui, c'est ça, on l'utilise. C'est ça. Peut-être que si c'est ton seul véhicule, tu peux sauver un peu, mais encore là, moi, mon seul véhicule, il va coûter moins de 10 000 $. Mon véhicule de tous les jours. Mm-hmm. Ben, faites comme les vrais, vendez la maison puis vivez à l'année dans votre van. Oui, hein, c'est une possibilité aussi, ça. C'est clair, il y a vraiment plusieurs personnes qui font ça. Hein, c'est incroyable. Là. Nous, je ne sais pas si on serait prêt à vivre à l'année. Là. On n'en a pas parlé, là, mais on a vécu. Moi, j'ai vécu un petit peu dans la vanne pendant l'hiver, pendant quelques mois. Là. C'est un autre paire de manches. Mais il y en a qui le font. Oui. Un prochain sujet de discussion. Oui, tout à fait, oui. Puis vraisemblablement, pour un couple, au niveau de votre intimité, au niveau du quotidien, vous vivez ça bien. En tout cas, vous avez l'air assez serein pour vouloir y retourner, puis vous êtes encore ensemble. Donc, il n'y a pas de défi particulier avec une vanne. C'est encore mieux qu'en camping. Il n'y a pas de commentaires à faire là-dessus? Ben, ça dépend de la situation de chacun. Là. Si quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'espace puis beaucoup d'air, ben ça peut être difficile. Là. C'est sûr qu'on est en plein air, mais en étant à l'extérieur comme ça, c'est toujours nécessaire de savoir où est-ce qu'il est l'autre, même si quand il n'est pas à côté. Là. Fait que pour se conserver, on ne voudrait pas perdre l'autre à quelque part dans un sentier. On n'y allait pas tout le temps ensemble. Denis est nettement supérieur à moi en vélo de montagne. Fait que des journées où il y avait des classiques comme Monarch Crest, moi c'est sûr que je ne suis pas capable de faire ça. Là. C'est une très, très grande journée de vélo avec du technique. Là. Fait que là, à ce moment-là, ben,
on se tient au courant d'où est-ce qu'on est. On a des walkie-talkies, puis fait que, mais pour être proche, tu sais, si je m'éloigne pour aller à la toilette ou dans la forêt s'il n'y a pas de toilette, ben il faut qu'ils sachent que je suis partie, là, parce que si je reviens pas, ben il faut savoir même. Fait qu'on peut pas tellement être indépendant. Fait que faut quand même être des gens qui ont besoin de beaucoup de leur espace puis de leur ben là, on est vraiment en proximité. Ça prend une certaine harmonie dans le couple. En terminant, est-ce que vous avez des ressources ou des outils peut-être à recommander aux gens qui voudraient partir à l'aventure dans les parcs? Tantôt, vous parliez d'applications qui permettent de planifier les voyages. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez découvertes? Oui, bien, c'est sûr que pour voyager comme ça, Internet, c'est vraiment une invention extraordinaire, là. Ça prend Internet. Ben, on peut vraiment s'en passer, mais ça facilite vraiment les affaires. Puis, il y a 2 applications qu'on a utilisées beaucoup pour trouver les places pour camper, là. On peut trouver les terrains de camping officiels, mais aussi d'autres endroits là, qu'on peut camper là, gratuitement. Et la première application, c'est All Stays, qui est vraiment bien faite, là. C'est une application payante. Puis l'autre, elle est gratuite, c'est iOverlander, qui fonctionne très bien aussi. Les deux se complémentent, là. Ne sont pas parfaites ni un ni l'autre, mais avec les deux, ça fait vraiment... les deux dans le coffre d'outils, là, ça fait vraiment un bon duo. Avec iOverlander, on peut trouver aussi des endroits pour se doucher. On peut trouver les douches. Après ça, ben, on en a parlé un petit peu tantôt, là, les applications fabriquées par REI là, pour le vélo de montagne puis les sentiers de randonnée, c'est vraiment extraordinaire. Il y a une autre application pour le vélo de montagne qui s'appelle Trailfork, qui est très populaire aussi, là, qui est essentiel d'avoir sur son téléphone. OK. Il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est Audubon, le catalogue Audubon d'oiseaux d'Amérique du Nord, qui fonctionne super bien et qui est vraiment agréable. Là, ça permet d'identifier les oiseaux, s'amuser avec ça. Là. Ben, justement, ça me fait penser, vous en parliez tantôt, vous aimez beaucoup faire de la photo, vous faites des très belles photos d'ailleurs. Est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous partagez soit vos photos, des blogs, quelque chose? Pendant qu'on est en voyage, on met quelques photos à l'occasion là, sur Facebook parce que, bon, on sait qu'on a des amis qui veulent savoir un peu où on est rendu, mais pas trop parce que ça demande beaucoup de temps quand même. T'sais, on n'est pas là pour faire beaucoup d'Internet ou déjà, on utilise Internet pour trouver de l'information. Fait que on essaie de... Tu sais, il y a comme un effet... pervers à mettre beaucoup d'informations parce que ça demande du temps de production. Le premier voyage qu'on a fait, on avait eu une bonne idée d'un petit vidéo humoristique, puis ça a été tellement populaire qu'on a fait comme un tome 2 aux petits vidéos humoristiques. Puis là, après ça, on a fait un 3e, puis là, les amis nous disaient « on en veut d'autres, c'est trop bon, on en veut d'autres, on en veut d'autres », puis là, on n'avait pas nécessairement le temps de faire du montage, puis le temps des idées de d'autres. Tu sais, là, c'était bien drôle, ces idées-là, mais des idées drôles. Puis le 2e voyage, les gens nous ont dit « Hey, allez-vous encore faire des vidéos? » Fait que là, on a dit non. Il y a comme une certaine pression qui s'installe. Là, il y a une demande, là, une pression populaire. On avait eu ces idées-là, mais là, des idées, on n'en avait pas d'autres. Puis, c'est ça. C'est le fun de publier sur les réseaux sociaux, mais il y a des effets pervers qu'il faut se méfier. Là. Puis aussi, de mettre des photos. On sait que les gens, on sait qu'on prend des bonnes photos, mais quelqu'un qui n'est pas là avec nous dans le voyage, là, jusqu'à quel point c'est intéressant là, qu'on défile 25 photos à chaque semaine là, de tout ce qu'on a vu. Fait qu'on faisait attention de ne pas en mettre trop souvent, puis d'en sélectionner peut-être 5 ou 6, que ça se voit là, dans un simple clic, là, sans défiler trop, puis des choses qui étaient comme plus... qui représentait bien ce qu'on avait fait dans les dernières semaines. Là. Sinon, on place toujours une sélection d'une 50aine de photos là, de nos voyages sur notre compte Flickr. Okay. S'il y a des gens qui veulent aller voir. Oui, mais je pourrais mettre le lien sur la page web du podcast. Oui, tout à fait.
Parce que des photos, on revient avec, même si on fait le ménage au fur et à mesure, à chacun des voyages, on a plus de 1000 photos qu'on ne peut pas détruire parce qu'elles sont toutes différentes, ils ne représentent pas la même chose, puis sont toutes tellement belles, mais jamais on va montrer 1000 photos là, à un auditoire. Et avec la sélection qu'on fait, qu'on publie sur Flickr, c'est quand même une bonne façon de partager nos souvenirs. Oui, absolument. Pour les avoir vus, je peux dire que c'est vrai. Mais avec tout ce que vous dites, vous pourriez faire des conférences, puis je pense que vous auriez, avec le sujet van et vos voyages, un auditoire, c'est certain. Vous pourriez faire le tour du Québec. En van. En van. Les petits moyens explorateurs. Hey, Marjolaine et Denis, écoute, c'était super le fun. C'était vraiment intéressant de vous entendre. Puis je veux vous remercier encore une fois d'avoir pris le temps de nous parler. Puis, écoute, pour la suite, je pense que je vous souhaite juste encore plein de beaux voyages. Puis en attendant, on a encore beaucoup de projets de construction pour que nos armoires ne soient plus en carton. Hey, un gros merci à vous autres. Merci Nathalie. Ça me fait plaisir. Hey, merci à vous deux. C'était vraiment agréable. Merci Stéphane. Merci Nathalie. Bye. Bye. C'est ce qui met fin à cette série de 2 épisodes sur la van life. Je tiens à remercier mes invités, Marjolaine Roy et Denis Larouche. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur ce podcast ou pour accéder aux autres podcasts, je vous invite à visiter le sortipleinaire.com. Le podcast Sortie plein air est également disponible sur iTunes, Google Play, Spotify et YouTube, également dans votre application de podcast préférée. C'est Stéphane Duchesne qui vous remercie d'avoir été là encore une fois et jusqu'à la prochaine, je vous souhaite de belles sorties plein air.